Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021, au sommaire ce soir. Nous verrons dans cette édition que le bilan estival est excellent pour l'Office du tourisme du lac d'Annecy qui tenait ce mardi une conférence de presse. Malgré une météo quelque peu capricieuse, les touristes ont répondu présents en nombre pour profiter notamment des différentes activités proposées. Et puis nous prendrons là ensuite la direction d'Ugine. La commune a présenté ce lundi son nouveau label Promenade Confortable qui vise à développer sa stratégie de promotion touristique à travers l'accessibilité. Les précisions avec Emmanuel Jaune. Je vous disais en titre, malgré une météo mitigée, la saison estivale a battu son plein sur les bords du lac d'Annecy. Les touristes étaient bien au rendez-vous pour s'adonner aux activités sportives et nautiques. La saison est donc excellente pour l'Office de tourisme qui ne s'attendait pas à une telle fréquentation au regard du contexte sanitaire et malgré les différentes restrictions. Voyez ce reportage de Marine Schneider. C'est presque un retour à la normale. Cet été, les touristes sont venus en nombre pour profiter de leurs vacances au bord du lac. Et d'après le président de l'Office du tourisme, les restrictions sanitaires n'ont pas découragé les visiteurs. Le pass sanitaire, ce que l'on peut dire, c'est qu'il a été globalement très bien accepté par les visiteurs, avec un début compliqué puisque tout le monde un peu se mettait était en rodage. Mais ensuite, ça s'est très très bien passé et globalement, sur l'ensemble de la saison, les retours que nous avons des socio-professionnels, c'est pas de difficulté avec le pass sanitaire. Cet été, près de 90 000 touristes ont foulé le territoire annécien, soit 50% de plus qu'en 2020. Ils sont pour la quasi-totalité français et viennent principalement de la région parisienne, des Hauts-de-France et de la région Grand Est. Seul ombre au tableau, les touristes étrangers qui se sont fait rares cet été, seuls quelques Allemands et voisins du Benelux se sont déplacés. On espère évidemment que la partie européenne ou internationale puisse reconquérir ce territoire, mais ça dépend également des contraintes sanitaires des autres pays. On va continuer à améliorer l'ensemble des produits, à développer les produits que l'on a mis en place cette année, afin de répondre encore d'une façon différente et d'une façon plus efficace encore à nos visiteurs pour l'année prochaine. Les acteurs du tourisme espèrent retrouver leur clientèle internationale l'année prochaine. En attendant, les réservations ne désemplissent pas. Certains ont aussi prolongé leurs vacances. De quoi encore profiter d'un bel été indien. Et au cœur du territoire de Savoie-Mont-Blanc, Ugine développe sa stratégie touristique. Loin de vouloir concurrencer les grandes stations alentours, la commune se tourne vers l'accessibilité comme outil de promotion. Cette ambition s'est en partie concrétisée ce lundi avec l'obtention du label Promenade Confortable. Les précisions d'Emmanuel Jaune dans ce reportage. Au pied du Mont Charvin, la commune d'Ugine inaugurait ce lundi soir la concrétisation de plusieurs années d'efforts. Car si hier encore cet espace ressemblait à une décharge, ce qu'on appelle aujourd'hui le parc des Berges de la Chaise a dès le début de son aménagement conquis un large public. Un projet de près d'une décennie qui porte la municipalité à voir plus loin pour le développement touristique du territoire. Il est finalisé à aujourd'hui. Nous lançons de nouvelles études de réflexion et je pense que dans les 2 ans qui viennent, on va faire évoluer très rapidement ce lieu, recherché par les Uginois, recherché par les habitants de l'agglomération, par les touristes, avec un lien très fort avec la piste cyclable, un lien très fort avec la voie ferrée qu'on va tenter avec la SNCF de transformer en une voie voyageur, ce qui n'est pas rien. La gare est juste derrière nous, c'est l'ancienne gare, c'est l'Office du tourisme maintenant. On imagine pas mal de choses. Voilà, laissons faire un peu les études, la réflexion, et puis commençons à mettre des chiffres en face de tout ça. Une dynamique qui s'est vue récompensée par le label Promenade Confort qui répertorie et aide l'installation de sites accessibles à tous, ce qui n'est pas si naturel dans nos montagnes. Aujourd'hui, ouais, on a des milliers de kilomètres de randonnées, mais on a 20 à 30% de la population pour lesquels on a très très peu de choses. Donc oui, il y a encore une vraie grosse carence. Et les sites, les promenades conformes et toutes les balades, petites balades de proximité, accès à des points de vue, ont notamment ces 2 dernières années où on a vécu des choses pas forcément toujours très sympathiques, ces lieux ont été très investis. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de fréquentation qui a vraiment explosé. Donc la demande, elle est vraiment là, oui. Vous voyez, aujourd'hui, on a une quinzaine de projets qui sont en phase d'être lancés, voire en route aujourd'hui. Donc ce qui est plutôt très très bien. Donc c'est une démarche qui est de fait attractive.
Loin de pouvoir concurrencer les grandes destinations touristiques du territoire, Ugine mise donc sur l'accessibilité afin de séduire les villégiateurs. Un positionnement rationnel qui va donc continuer de se développer au cours des prochaines années. On passe à notre invité du jour et ce soir, je reçois M. Jackie Vagnoni. Bonsoir. Bonsoir. Pour parler d'un trouble qui touche environ 125 000 personnes en France. Vous êtes le président de Paralysie Cérébrale France. On va donc parler avec vous de paralysie cérébrale. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous expliquer ce qu'est la paralysie cérébrale tout simplement? Oui, bonsoir à toutes et tous. La paralysie cérébrale qu'on a appelée longtemps IMC, infirmité motrice cérébrale, le terme paralysie cérébrale est, j'allais dire, plus actuel. En fait, il apparaît dans les tout premiers mois de la vie. C'est une lésion qui apparaît sur le cerveau et qui crée des troubles moteurs plus ou moins importants. Ce peut être une simple boiterie ou ce peut être un manque d'autonomie pour toute la vie. Ce sont une lésion qui apparaît, qui est stable, qui est non évolutive, mais du coup qui crée des troubles qui resteront pour une vie entière. La paralysie cérébrale touche quasiment 1500 nouveau-nés chaque année. C'est pas anodin? Oui, alors c'est, donc vous l'avez dit, 125 000 personnes, c'est 4 nourrissons chaque jour qui vivra avec une paralysie cérébrale. Donc cette lésion est causée pour deux facteurs, enfin deux raisons principales. Pour moitié, c'est la grande prématurité, c'est-à-dire des nourrissons qui vivent avant terme, et donc le cerveau souffre et donc est fragilisé. Et la deuxième, c'est l'accident de naissance, hein. C'est le cordon autour du cou, ou c'est l'AVC du nourrisson. Cependant, ces troubles moteurs peuvent s'accompagner de troubles associés qui touchent la communication. Les personnes peuvent mal s'exprimer ou pas s'exprimer du tout. Des problèmes cognitifs, d'organisation de la pensée, troubles de l'apprentissage, troubles de l'attention. Bref, bien entendu, un besoin, j'allais dire, d'accompagnement un peu spécialisé. Je le disais en début d'interview, vous êtes donc le président de l'association Paralysie Cérébrale France. Quelles sont vos missions, votre vocation? Oui. Alors, Paralysie Cérébrale France est sous statut d'association, hein. Cependant, ses membres sont uniquement des associations. C'est-à-dire c'est une fédération d'associations qui rassemble 25 associations, 24 de métropole et une de l'île de la Réunion. Donc ces 25 associations peuvent ou pas gérer des établissements, des services médico-sociaux. Et donc, une des missions, ou les 2-3 missions principales de la fédération, c'est d'animer ce réseau, c'est de représenter ce réseau au niveau national et bien entendu de faire remonter auprès des décideurs politiques les besoins des personnes accueillies ou pas d'ailleurs par des dispositifs médico-sociaux, mais qui concernent, j'allais dire, le parcours de vie, la formation, l'emploi, l'accès aux soins, etc. Alors tout au long de la semaine, vous organisez les 30 ans de l'association à Saint-Joriot, à Sevrier. Quels seront les temps forts justement de cette manifestation? Oui, donc les temps forts, en fait, ils sont plusieurs. On va dire que tout commence mercredi soir par un vernissage. Le réseau comprend un certain nombre d'artistes. Et donc, nous avons reçu plus d'une centaine d'œuvres qui fera l'objet d'un concours. Et donc, on va commencer par ce temps de vernissage. Et puis ensuite, jeudi, c'est plutôt un temps, j'allais dire, de contenu, où on va parler du passé, du présent, de l'avenir, à travers plusieurs tables rondes. Et nous aurons, j'allais dire, en point d'orgue, une avant-première du film Presque, qui a été tourné et joué par Bernard Campan et Alexandre Jolien, pardon. Et donc, ça fera l'objet aussi d'échanges. Il y aura des acteurs de la série Vestiaire, pour ceux qui connaissent la série sur France 2. Ils signeront des choses, etc. Enfin bref, ce sera un temps aussi convivial. À noter que nous accueillerons Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Et donc, ça fera une journée véritablement complète autour des thèmes qui nous animent. Et puis, le vendredi, ça sera une journée au port de Sévrier, mais pas que, c'est-à-dire une journée d'activité sportive. Là, on sera vraiment un peu dans le sport adapté, dans le loisir adapté. On sera sur l'eau, on sera dans les airs, on sera en vélo. Voilà, et du coup, tout sera adapté grâce à des associations locales qui ont le savoir-faire.
Et puis le soir, nous serons sur le Libellule pour un dîner de gala et une clôture de ces 2 jours. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans pour votre association ? Si vous voulez, ce qui a changé, serait difficile comme ça en quelques minutes de tout vous dire, mais je pense que la personne handicapée est plus visible dans la société, même si, bien sûr, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'accessibilité universelle, si je puis dire. La personne handicapée, j'allais dire, bénéficie aujourd'hui d'une maison départementale des personnes handicapées. Donc il y a une loi de 2005 qui a permis quand même qu'on parle un peu mieux de personnalisation et j'allais dire un peu d'orientation et là aussi de prise en compte plus importante. Je crois aussi qu'on a fait on a avancé un peu dans ce qui est l'offre de soins, tout ce qui est rééducation, mieux rééduquer, parce que c'est très important pour des personnes qui auront besoin de kiné toute leur vie, 2 à 3 fois par semaine. Bref, des avancées, mais aussi, bien entendu, des inquiétudes qui demeurent, parce que, j'allais dire, le handicap fait face à un certain nombre de difficultés aujourd'hui. Justement, quel regard a le grand public aujourd'hui sur la paralysie cérébrale ? Écoutez, peut-être, vous me parliez tout à l'heure de mission de la fédération, j'ai dit de les représenter. Je crois qu'il y a une autre mission qui est très importante, c'est la communication sur la paralysie cérébrale, faire connaître. Donc le regard du grand public, je pense qu'il ne connaît pas la paralysie cérébrale en particulier, peut-être pas le handicap aussi en particulier, mais j'allais dire, je pense qu'il est plus sensibilisé, on comprend mieux les attentes, on comprend... J'allais dire, le fait que les élèves handicapés soient à l'école, le fait qu'on voit des personnes dans les entreprises, je pense que ça crée quelque chose où on comprend mieux et du coup, on est peut-être plus bienveillant. Dernière question, où en est la recherche aujourd'hui ? Alors, la recherche avance. Alors, vous dire que nous soutenons la recherche à travers une fondation amie qui s'appelle la Fondation Paralysie Cérébrale, qui chaque année a des programmes en direction de la recherche. Donc, par exemple, faire en sorte que dès le plus jeune âge, par exemple, il y a de la rééducation intensive qui peut-être fera diminuer l'amplitude de handicap. Et puis ensuite, bien entendu, tout ce qui est amélioration des bonnes pratiques. Et notamment, nous attendons des bonnes recommandations, des recommandations de la part de la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne la rééducation et la réadaptation. Donc, on avance, on voudrait avoir plus de moyens, mais en tout cas, nous sommes sur ce champ-là également. Merci beaucoup, Jacques Merci à vous d'être venu sur notre Merci plateau. à vous, merci pour votre réception. De la culture et de la musique pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec Agathe Denis et Julie Campiche. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Merci d'être là toutes les deux. Agathe Denis, vous êtes la coordinatrice du festival Jazz Contrebande et vous, Julie Campiche, vous êtes harpiste en résidence, notamment je crois du côté de Châteaurouge. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots votre festival, Agathe ? Oui, alors Jazz Contrebande, c'est la 25e édition cette année, c'est une année anniversaire et on est très heureux de présenter une édition, surtout suite à cette période de pandémie qui a été quand même assez difficile pour tous les artistes, les salles, le public, enfin voilà. Et là, on a vraiment un très beau mois d'octobre qui se profile. Julie, vous êtes harpiste, je le disais en début d'interview. Qu'est-ce que ça représente justement votre statut de résidente ? Alors, du coup, on a travaillé avec Jazz Contrebande pour une coproduction avec Jazz Contrebande pour permettre en fait l'élaboration d'un nouveau répertoire avec mon quartet. Et donc, ils ont offert leur soutien pour jouer plusieurs fois pendant le festival. On a 5 dates en tout. Dans divers cantons en Suisse et diverses régions en France voisine. Et puis, d'aider aussi à organiser cette résidence qu'on est en train de faire à l'heure actuelle à Châteaurouge dans des conditions merveilleuses parce que l'équipe est incroyable. Donc voilà, pour finaliser un travail, parce qu'il y a aussi tout un travail avec la projection vidéo, avec Sophie Lemeyour qui, voilà. Donc, je ne veux pas trop en dire, on ne va pas trop vendre, mais là derrière, vous pouvez voir... Voilà, plein de petites surprises qui sont en train de se préparer et qui seront fin prêtes pour le public vendredi. Quel regard vous portez sur ce festival en tant qu'artiste ?
Moi, je trouve très intéressant. Ça permet vraiment, en tout cas, moi, en tant qu'artiste, ça permet à chaque année, enfin voilà, quand les fois où j'ai participé, ça permet vraiment de rencontrer des partenaires de travail de la région, de se souder, en fait, de vraiment de fédérer la région au-delà de la frontière, ce qui est non négligeable, que ce soit des frontières cantonales en Suisse, que ce soit des frontières nationales entre la Suisse et la France. Et ça permet vraiment de fédérer, de créer des ponts. Là, voilà, on fait la résidence en France, mais le concert va avoir lieu en Suisse. Voilà, c'est fédérateur. Je pense que c'est le mot, en fait. Agathe, 70 concerts prévus, 32 lieux à travers donc France et Suisse. Qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir pour cette édition 2021 ? Alors, l'ouverture se fait le 1er octobre, donc ce vendredi, à l'Alhambra à Genève, qui est un petit peu une salle emblématique à Genève. Nous avions déjà programmé Eric Truffat il y a 2 ans. Donc là, on est très heureux d'accueillir Julie Campiche en première partie de Lisa Simone. Et puis après, on a aussi soutenu cette année du jeune public. Donc le lendemain, dès le lendemain, le samedi 2 octobre, il y a du jeune public au Centre des Arts à Genève aussi, qui tourneront à différents endroits, Chamonix, Plan-les-Ouates. Et puis après, il y a sur 70 concerts, c'est toujours difficile de choisir. On a Chassol à Ferney-Voltaire, Stacy Kent à la Malle à Thonon. Il y aura Kenny Garrett aussi à Annemasse. Et puis plein d'autres que je vous invite à découvrir sur le site internet. Et puis en clôture, il y aura Tigrane Amazian avec les lauréats du tremplin Floating Land qui étaient les lauréats de l'an passé. Parce que oui, on organise aussi un tremplin pendant cette édition du festival. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir consacré quelques minutes. Bonne continuation et puis bon courage pour cette édition 2021. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite à votre émission Panorama, présentée par Victoria Lopez, avec une émission consacrée au vin de Savoie cette semaine. Et ce soir, rencontre avec Jérémy Duprat pour découvrir son quotidien de vigneron. On se quitte avec des images de l'Alpsman qui s'est déroulé ce week-end. Le triathlon XXL du lac d'Annecy a tenu toutes ses promesses et les Français ont brillé sur cette 5e édition, puisque Simon Fischer et Elodie Davy se sont imposés sur les 3,8 km de natation, les 180 de cyclisme et les 42 km 195 du marathon final. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.